Bonjour à tout le monde. Est-ce que déjà on va faire un petit test son? Est-ce que ceux qui sont au fond m'entendent bien? Super. Donc moi je suis Thibaut Guyotto, je suis responsable du pôle orientation documentation au SOI, le service d'orientation des étudiants de Lyon 1. Aujourd'hui vous êtes tous présents pour la conférence de présentation de la plateforme Mon Master pour s'informer et candidater sur les masters au niveau national. Cette conférence s'inscrit dans une journée plus globale de présentation des masters de Lyon 1. Donc voilà, on a fait une petite présentation ce matin, vous n'étiez pas encore tous présents. Mais si vous voulez en savoir plus sur le planning et sur les formations qui seront présentes cet après-midi, n'hésitez pas à regarder ce qui est affiché sur les portes ou simplement aller voir le stand du SOI avec les nappes vertes. Vous ne pouvez pas le rater en plein centre du bâtiment Thémis. Vous avez des conseillers en veste bleue que vous pouvez solliciter pour avoir des réponses à toutes vos questions. Donc là, on va passer une grosse heure ensemble quand même, 1 h 15, parce qu'on va pas simplement s'intéresser à la plateforme Mon Master, on va aussi essayer de parler un petit peu des alternatives, des plans B, parce qu'on sait bien que les masters, c'est sélectif, on peut ne pas être pris, donc on va quand même en parler un petit peu. Mais bon, le gros focus va principalement être sur la plateforme. Donc on va démarrer sans plus attendre. Et donc rappeler le contexte quand même de la sélection en master depuis 2016. Avant, ce n'était pas le cas, mais depuis 2016, il y a une sélection en master 1 qui a été instaurée au niveau national. Donc ça veut dire qu'un responsable de master, ou en tout cas un master, doit définir une capacité, un nombre maximum d'étudiants qu'il va accueillir dans sa formation. Et qu'à partir de ces capacités, ils vont mettre des critères, des attendus, qui vont permettre de sélectionner les étudiants qui vont rentrer dans le master. Donc la sélection se fait entre la L3 et le M1. Alors L3, je vais mettre un petit bémol, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais simplement vous rappeler que qu'est-ce que ça veut dire sélection? Ça veut simplement dire que même s'il reste des places, il y a des critères et des attendus, ils pourront pas forcément, enfin ils auront le droit de ne pas prendre tout le monde. Contrairement à ce que vous avez connu par exemple pour entrer en licence sur Parcoursup, on dit que c'est non sélectif, tant qu'il y a de la place, ils prennent tous ceux qui sont sur la liste. Donc là c'est un peu différent. Et il faut bien vous renseigner sur les différents critères et les attendus que vous avez pour chaque master, parce que même si la plateforme elle est au niveau national, chaque formation va avoir ses propres critères et ses propres attendus. Donc là, il y a un vrai travail pour vous. Donc je vais vous guider un petit peu sur comment vous y retrouver. Il y a un vrai travail pour vous sur, ok, ce master il m'intéresse, mais quels sont les prérequis pour pouvoir l'intégrer. Donc chaque université et chaque master dans chaque université va avoir des critères un petit peu différents. La plateforme, elle s'appelle Mon Master. Elle est arrivée l'année dernière, donc c'est encore tout neuf. Vous n'allez pas essuyer les plates, mais vous allez avoir quand même une plateforme un petit peu améliorée avec des nouveautés par rapport à l'année dernière. Sachant que précédemment, sur cette plateforme, il y avait un autre nom qui s'appelait Trouver mon master. Et c'est une plateforme qui était simplement pour consulter les offres nationales de master. Là maintenant, depuis qu'elle s'appelle Mon Master, depuis l'année dernière, on peut candidater sur cette plateforme. Alors, un petit bémol par rapport à toute la présentation que je vais faire aujourd'hui. Les informations que je vous donne, elles sont valables à l'instant T. Il y a encore certains décrets qui ne sont pas parus, il y a peut-être des nouveautés qui vont apparaître dont on n'est pas encore au courant, tout simplement parce que cette plateforme n'est pas encore ouverte. Donc on va voir le calendrier ensemble, les différentes dates importantes, mais il y a peut-être des petits ajustements par rapport à ce que je vous aurais dit aujourd'hui. Du coup, très important pour vous de rester en alerte et de rester connecté à notre site internet du SOI pour avoir les dernières informations à jour sur les évolutions de la plateforme. On va commencer tout simplement par savoir qui est concerné par cette plateforme. Tout à l'heure, je vous ai parlé des L3 qui vont être sélectionnés pour entrer en M1. Il n'y a pas que les licences 3 qui ont le droit de candidater dans des masters et de passer par la plateforme. Tous les étudiants titulaires du diplôme national de licence, donc effectivement à la fin d'une L3, ou d'un autre diplôme qui donne le droit de candidater à un cursus de master. Donc on va retrouver les BUT 3, par exemple, ceux qui ont validé 3 ans de BUT dans un IUT, vous avez le droit de candidater à des masters. On va retrouver les étudiants évidemment qui étaient en M1 cette année, qui voudraient se réorienter, qui voudraient changer de master, obligation de repasser par la plateforme. Et du coup, vous avez le diplôme national de licence qui a été acquis 2 ans auparavant, donc vous avez le droit de candidater. Il y a d'autres formations potentiellement qui peuvent être rentrées dans ces cases-là, où il y a des diplômes qui vous donnent une équivalence à une licence. Ceci dit, il faut rester vigilant parce que tous les masters ne vont pas forcément accepter des formations qui sont différentes, même si elles vous donnent un bac+3. Il faudra bien vérifier auprès soit du responsable de la formation, soit ce qui est indiqué sur la plateforme Mon Master. Il faudra bien vérifier si votre diplôme vous permet d'accéder à ce master-là ou si vous avez vos chances avec les diplômes que vous avez passés. Je pense aux diplômes notamment du paramédical qui donnent des fois des bac+3, mais certaines formations vont être un petit peu
récalcitrantes à l'idée de vous prendre dans leur master. Donc bien vous renseigner avant, et ça c'est vraiment une étape importante de dialoguer avec les responsables de master. D'où le fait qu'ils seront tous présents cet après-midi pour répondre à vos questions et présenter leur formation. Fin de la parenthèse. Maintenant qu'on a vu un petit peu qui était concerné, qui n'est pas concerné, les étudiants qui sont autorisés à redoubler dans leur M1. Donc je ne sais pas s'il y a des étudiants de master déjà dans cette salle ou dans la salle d'à côté, mais en tout cas voilà, il y a pas besoin de passer par la plateforme pour vous réinscrire à l'université dans le même master. Hein, c'est l'exception. Juste pour avoir un petit ordre d'idée, il y a combien d'étudiants de licence 3 dans la salle? Levez la main pour que je vois à peu près. Ok. Licence 2? Une personne, super. C'est bien, vous anticipez. Licence 1, peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais. Ok, waouh, anticipation maximum, super. Et est-ce qu'il y a des étudiants de l'IUT qui sont en BUT? Quelques-uns aussi. Ouais, bah pour vous, c'était pas banalisé aujourd'hui, donc merci d'être là et d'avoir fait l'effort de venir pour cette présentation. Donc je m'adresse principalement à des licences 3. Ça tombe bien, c'est quand même les premiers concernés par la plateforme. Donc, où s'informer sur la plateforme nationale des masters? Il y a un moteur de recherche. Le moteur de recherche, il est assez simple, il ressemble à ça. Vous avez une barre bleue où vous pouvez rentrer un mot-clé. Et ensuite, une fois que vous avez rentré le mot-clé, que vous appuyez sur Entrée, vous avez différentes formations qui vont apparaître. Ça marche plus. Voilà. Avant ça, vous avez un filtre. Ce filtre, il est super important, je vais vous en parler. Pourquoi? Il y a plusieurs petites astuces, notamment une qui est super intéressante, que je vais vous présenter un tout petit peu plus loin. Mais vous pouvez filtrer quand même par lieu géographique, par mention. Donc il y a pas mal de choses à voir si vous voulez quand même cibler votre recherche. Et une fois que vous avez validé les filtres, vous avez les masters qui apparaissent. Donc comme je vous le disais, la plateforme elle n'est pas ouverte pour 2024, donc toutes mes captures d'écran datent de 2023, je m'en excuse, mais globalement, graphiquement, ça n'aura pas changé, ça va vraiment ressembler à ça. Il y aura quelques petites améliorations, mais sinon globalement, ça va ressembler à ça. Donc ça, c'est tout simplement, après vous avez un petit bouton en savoir plus pour chaque master qui vous permet d'avoir des informations supplémentaires que je vais vous présenter en détail un petit peu plus tard. Le filtre, j'y reviens, il y a pour vous qui êtes en licence 3, un filtre super intéressant que vous pouvez utiliser, c'est ma licence. Parfois, vous êtes en licence de chimie, en maths, en sciences de la vie. La mention de licence, la licence que vous faites, si vous rentrez ce filtre-là, vous ne verront apparaître que les masters qui autorisent les étudiants de cette licence à candidater. Donc ça, c'est hyper intéressant pour filtrer et pour vous dire, finalement, j'ai pas forcément envie de voir 150 résultats. Je veux voir que ceux qui sont ciblés pour la licence que je suis en train de valider. Donc ça vous donnera une première idée. Et donc, si vous mettez 100 mots-clés, donc là, vous voyez bien que dans la barre de recherche, j'ai pas mis de mots-clés, j'ai pas mis neurosciences, j'ai rien mis, j'ai juste mis ma licence. Vont apparaître ensuite tous les masters auxquels j'ai droit, sans distinction de spécialité, de parcours ou de mots-clés. Donc là, on va prendre un exemple en priorité, en principe, vous êtes étudiant à Lyon 1, donc on va prendre un exemple à Lyon 1, un master de chimie à Lyon 1, pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc vous avez le en savoir plus, quand vous cliquez dessus, vous avez un déroulé. Alors c'est un petit peu petit, je suis désolé, mais je vais essayer de passer en revue un petit peu les différents critères que vous voyez. Première information hyper importante, formation accessible au premier semestre. Je vous rappelle qu'un master, ça se fait en 2 ans. Vous avez du coup 4 semestres. Si quand vous déroulez un master, on vous dit que c'est accessible au premier semestre, ça veut dire que vous allez pouvoir candidater directement à ce master sur la plateforme. Vous allez voir tout à l'heure, il y a des subtilités qu'il faut avoir en tête. Vous avez les capacités d'accueil du master. Il y aura une nouveauté cette année, c'est pas encore sûr à 100%, mais ils nous ont dit qu'ils la mettraient. Principalement, vous aurez, ce que vous n'aviez pas l'année dernière, le taux d'accès. C'est-à-dire que par rapport au nombre de candidats qu'il y a eu l'année dernière et au nombre de places, ils calculent un taux. Par exemple, là, 70% des étudiants qui ont candidaté ont été pris. Vous aurez ce taux cette année sur la plateforme. Moi, je ne peux pas vous le montrer parce que ce n'était pas encore ouvert. Mais comme il y a une année d'expérience, vous aurez pour la plupart des masters qui n'ont pas ouvert cette année, qui étaient déjà ouverts l'année dernière, un taux d'accès. Ça vous donnera une petite idée de savoir si c'est très sélectif ou si globalement, ils ont réussi à prendre à peu près tout le monde. On vous donne les mentions de licence conseillée, c'est là-dessus que se base le filtre sur ma licence pour voir si vous avez le profil adéquat pour candidater à ce master. Et ensuite, très important, les attendus et les critères généraux d'examen. Donc là, c'est là où on vous dit il faut avoir validé par exemple 12 crédits dans une UE de thermodynamique, il faut avoir suivi des cours d'anglais, il faut avoir tel niveau en maths, etc. Donc c'est là où vous pouvez vous projeter et vous dire finalement est-ce que j'ai le profil pour candidater à ce master ou non. Vous allez avoir, c'est aussi là-dessus que va se baser le master pour sélectionner. Donc on va vous dire, typiquement, on va regarder le CV, on va regarder la lettre de motivation, on va regarder vos notes du bac, vos notes de première année, de deuxième année de licence, etc.
Modalité de candidature, là c'est un master où il y aura juste un dossier, mais certains masters vont proposer des entretiens. Donc là ce sera indiqué s'il y a un entretien, et généralement ils indiquent aussi la période à peu près où ils vont vous appeler pour les entretiens. Et dernier élément hyper intéressant, les onglets de contact pour contacter les responsables de formation. N'hésitez pas à en abuser pour avoir des réponses à des questions spécifiques, notamment si vous avez un profil un peu particulier, que vous vous êtes réorienté en cours de votre licence, que vous pensez que vos notes sont peut-être un petit peu justes, etc. N'hésitez pas à aller contacter le responsable. Alors avant ça, cet après-midi, vous allez le rencontrer. Mais voilà, si vous êtes un peu timide, vous n'êtes pas pris cet après-midi, vous avez les adresses mail des responsables. Donc là, c'est pour Lyon 1, évidemment. C'est une offre nationale, donc il y a tous les masters au niveau national qui ont mis les contacts des responsables. J'ai insisté un petit peu, je réinsiste sur l'importance des attendus. Je sais qu'il y a peu d'étudiants de L1 et de L2, je le dis quand même parce que la conférence est enregistrée. C'est notamment sur ces attendus-là que vous pouvez vous baser quand vous anticipez votre recherche de master pour savoir quel parcours de L3 vous devez choisir pour avoir le plus de chances d'avoir le bon profil pour le master. Notamment sur les UE, les crédits qu'on vous dit, il faut faire tant de crédits en maths, tant de crédits en physique. Certains parcours ne vont pas vous permettre d'avoir ces attendus et ces prérequis. Ce serait un petit peu dommage. Donc pour les étudiants de L1, de L2 ou de précédentes années qui ont encore le choix de leur parcours ou de leurs options pour la L3, c'est vraiment là-dessus qu'il faut vous baser pour faire votre choix. Je l'avais mis ici, la nouveauté, le taux d'affichage, je ne reviens pas dessus, je vous en ai parlé, le taux d'accès à chaque formation. Là, je vous ai présenté comment graphiquement ça se présentait. Vous avez toute l'explication du fonctionnement de la plateforme. Quand vous allez sur le site, vous tombez sur ce petit onglet, vous cliquez sur S'orienter et on vous explique le fonctionnement de la plateforme, plus des liens hyper intéressants pour vous projeter sur les masters, pour vous aider à choisir un master. Un des premiers critères que vous allez nous dire, c'est oui, mais je veux trouver de l'emploi derrière, je veux trouver du travail. C'est quoi le taux d'insertion derrière le master? Donc vous avez des liens avec toutes les statistiques d'insertion professionnelle pour chaque master au niveau national. Ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait une conférence. La première, c'était les métiers, les débouchés après les masters, où on rentrait dans le détail de ces statistiques. Mais en tout cas, vous avez les fichiers qui seront présents sur le site au niveau national sur cette plateforme. Autre onglet intéressant, l'onglet candidater, où on va vous reprendre effectivement le calendrier, le fonctionnement, le nombre de candidatures. Tout ça, je vais vous le présenter un petit peu aujourd'hui. On va voir un petit peu parce qu'il y a certaines subtilités qu'il faut bien avoir en tête. Mais si vous vous avez pas retenu ou que vous voulez avoir les détails écrits sur le site, allez sur cette page-là. Pour l'instant, elle n'est pas complètement encore à jour puisque la plateforme n'a pas encore ouvert, mais d'ici 2 semaines, ça sera le cas. Voilà, des explications détaillées sur le fonctionnement de la plateforme. L'offre de formation qui sera à jour, qui n'est pas de 2023, qui sera bien de la rentrée 2024, ça ouvre le 29 janvier. Donc à partir de cette date-là, vous vous rendez sur ce site et vous aurez tous les nouveaux masters, enfin tous les masters qui sont ouverts à la rentrée 2024. Là, si vous y allez en ce moment, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié ce matin, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais ça doit être encore les masters de 2023. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce qu'il y a beaucoup de masters qui vont quand même être de nouveau ouverts, mais avoir en tête quand même que potentiellement ce que vous êtes en train de regarder, ça aura peut-être changé. Soit en termes de critères, d'attendus, de sélection, ou peut-être que le master va avoir fermé. Bref, ce n'est pas sûr à 100%, mais vous pouvez commencer déjà à y aller pour faire une petite recherche. Le calendrier, ça je pense que c'est pour beaucoup, vous êtes là pour cette information. L'ouverture des candidatures, c'est le 26 février. Donc en gros, si je résume, ça ouvre le 29 janvier pour consulter l'offre. À partir du 26 février, vous allez pouvoir commencer à faire votre dossier et à faire vos vœux, à candidater dans des masters. Ça vous laisse 1 mois. Ensuite, vous avez à peu près encore 1 mois pour faire ces vœux-là, puisque le 24 mars, terminé, plus possible de faire des vœux sur la plateforme. Les formations vont étudier vos candidatures, et à partir du 4 juin, vous commencerez à avoir des réponses de la part des masters sur les vœux que vous avez faits. Si vous candidatez sur des masters en alternance, les réponses elles seront au fil de l'eau. Donc là, il n'y aura pas forcément un besoin d'attendre le 4 juin. Dès le 2 avril, vous commencerez à avoir des réponses. Par contre, à partir du 24 juin, la phase principale d'admission est terminée. Donc vous avez tous a priori vécu et connu Parcoursup, où vous aviez une phase principale d'admission, une phase initiale et une phase complémentaire. Donc là, pour la première année, et c'est une nouveauté par rapport à l'année dernière, pour les masters, vous aurez aussi une phase complémentaire. Donc la phase complémentaire, j'ai mis les dates, c'est du 25 juin au 31 juillet. Mais attention, il y a aussi des subtilités sur lesquelles je vais revenir. Il y aura très peu de temps pour faire des candidatures. Donc on va revenir là-dessus en détail.
une information hyper importante qu'il faut que vous ayez en tête dès maintenant, à partir du moment où vous aurez une réponse positive d'une formation et que vous l'avez acceptée définitivement, il faudra absolument vous inscrire très rapidement au niveau administratif de l'université, car si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre votre place. Donc on vous laissera quand même une petite marge de manœuvre. Certaines universités vont attendre peut-être mi-juillet, mais si vous traînez trop, vous risquez de perdre votre place. Comment candidater? Donc on a vu le calendrier, maintenant comment on s'y prend? Vous avez un onglet sur le site, candidater tout simplement, qui pour l'instant n'est pas encore ouvert et qui ouvrira à partir de la date sur laquelle vous pouvez commencer à faire des vœux. Lors de la création de votre compte, il vous sera demandé plusieurs éléments. Donc là, ces éléments, on va les voir en détail. Vous allez voir qu'il y a une petite surprise à laquelle vous vous attendez peut-être pas. Mais pour avoir plus d'infos sur comment je candidate, quels sont les éléments qu'on va me demander en détail, je vais vous en parler, mais vous avez cet onglet utilisation de la plateforme où vous pouvez télécharger des petits PowerPoints, des petites captures d'écran, des petites vidéos sur pas à pas comment je crée mon compte, comment je candidate à un vœu, comment je retrouve mes éléments dans mon dossier. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, on en aurait pour trop longtemps. Mais en tout cas, vous avez toutes les infos sur cet onglet-là de la plateforme. Donc c'est un pas à pas détaillé pour créer votre compte. Les éléments. La grande surprise, c'est ce que vous voyez dans la colonne de gauche. C'est des éléments qui seront déposés sur la plateforme, qui vont être uniques, qui vont être partagés par toutes les candidatures que vous allez faire. Donc vous pouvez voir notamment que le CV, il n'y en aura qu'un seul à fournir. Un seul CV pour toutes les candidatures de master que vous allez faire sur la plateforme. La lettre de motivation, il y en aura une par formation, mais le CV, il sera bien unique. Donc ça veut dire que, contrairement à ce que vous pouvez entendre comme conseil parfois qu'on vous donne sur les CV de bien adapter à chaque formation, à chaque emploi, etc. Là, ça va être un CV un petit peu généraliste que vous allez devoir fournir, où on va retrouver les éléments clés de votre parcours, évidemment. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez une conférence juste après celle-là sur les outils de candidature, CV, lettre de motivation. Mais en tout cas, voilà, la grande nouveauté, c'est un seul CV pour toutes les candidatures de master. Les autres éléments qui seront communs, vous les avez sur la colonne de gauche. Donc en gros, ça va être les relevés de notes, votre parcours, les infos sur les stages que vous avez fait. Tout ça, ce sera commun à tous les masters sur lesquels vous allez candidater. Et puis après, chaque master va pouvoir décider d'éléments qui sont spécifiques à son master. Donc notamment la lettre de motivation, des lettres de recommandation éventuellement, potentiellement des tests de certification, des travaux de recherche que vous avez réalisés en licence. Voilà, donc c'est des choses qui vont être spécifiques à chaque formation. Voilà pour les éléments qui vont constituer votre dossier. Et j'aimerais faire juste une petite parenthèse dans ma conférence pour vous parler de la césure. Est-ce que ça parle à tout le monde? Qui connaît le principe de la césure? Ok. Qui en a déjà fait en licence? Ok, 2, 3. Juste pour information, la césure, effectivement, c'est une pause dans vos études. Pour pouvoir en bénéficier, il y a un critère principal qui est obligatoire, c'est d'être inscrit dans une formation. On ne peut pas dire, allez, je finis mon année, puis après je vais faire une césure et je reviendrai après. Il faut bien faire les modalités de candidature, candidater, être accepté, s'inscrire, et ensuite vous faites les démarches pour demander une césure. La césure, vous avez le droit de la faire 2 fois dans votre cycle, entre la première année et le master, une fois pendant le cycle de licence et une fois pendant le cycle de master. Donc ceux qui ont déjà fait une césure pendant la licence, vous avez le droit d'en faire une nouvelle pendant le master. La césure, c'est entre 6 mois et 1 an d'interruption d'études. Vous êtes inscrit en formation dans l'université et ça veut simplement dire que quand vous terminez votre césure, vous retrouvez votre place exactement là où vous l'aviez arrêté. Donc si vous commencez votre césure par exemple juste avant le début du M1, vous candidatez, vous êtes pris. En septembre, vous partez en césure d'1 an. L'année d'après, vous revenez, vous n'avez pas de nouveau à candidater. Votre place, elle est réservée. Vous reprenez là où vous en étiez arrêté, c'est le premier mois du premier semestre de master. Pourquoi je vous parle de la césure maintenant? Parce que sur le dossier, dans les éléments constitutifs qu'on vous demande de fournir, on va vous demander aussi de cocher une case. Est-ce que je veux faire une césure à la rentrée ou pas? C'est un élément qui ne sera pas visible par les formations tant qu'elles ne vous auront pas accepté. Donc pas de panique, n'ayez pas peur que parce que vous allez demander une césure, on ne va pas vous prendre. Sachez d'ailleurs qu'il y a pas mal de critères dans les responsables de master qui accordent un intérêt particulier au fait de faire une césure, car c'est un enrichissement personnel aussi, une maturité qui est acquise dans le monde du travail, et donc c'est des profils qui sont assez recherchés dans les formations de master. Voilà, si vous avez des questions sur la césure, on pourra poser toutes les questions en fin de conférence et on pourra se déplacer dans une autre salle aussi pour échanger plus longuement. En tout cas, sachez que c'est une possibilité et que notamment quand je vous parlerai en fin de conférence des plans B, des alternatives, souvent on me dit je peux faire une césure. Oui, mais gardez en tête qu'il faut être inscrit quelque part. Donc si on est refusé dans tous les masters, on ne pourra pas faire une césure, en tout cas pas avec un master. Donc on en parlera un peu plus tard ou s'il y a des questions.
Je ferme la parenthèse et je vais vous parler du nombre de candidatures auxquelles vous avez le droit. Peut-être qu'il y en a qui ont l'info parce que c'était déjà le cas l'année dernière, mais avant que la plateforme soit mise en forme, on pouvait faire jusqu'à 70-80 candidatures dans toute la France. C'était très chronophage pour les étudiants, très stressant, beaucoup de candidatures pour le responsable de master. En gros, c'était pas optimisé. Là, maintenant, on va vous limiter un petit peu plus, ce qui vous oblige, vous aussi, à réfléchir un peu plus et à cibler vraiment les formations qui vous intéressent, à prioriser pour ne pas balancer dans toute la France toutes vos candidatures. Donc, le nombre de candidatures, vous avez le droit à 15 candidatures dans des masters classiques, en formation initiale, et vous avez le droit à 15 candidatures dans des formations qui sont en alternance. Ce qui fait un total de 30, ce qui est déjà quand même beaucoup. Mais c'est aussi pour vous aider à cibler et à préparer votre projet professionnel le plus ciblé possible. Une candidature, qu'est-ce qu'on entend par une candidature dans une formation de master? C'est une candidature dans une mention de master. Donc je vais revenir sur la différence entre la mention et le parcours. Pour ceux qui sont en licence, ça doit peut-être vous parler un peu parce que vous êtes en mention de licence souvent en L2 et vous choisissez un parcours pour la L3. On peut dire qu'il y a grosso modo à peu près le même fonctionnement pour les masters, même si ce n'est pas tout le temps le cas, où vous avez une mention de master qui est en fait le nom national de la formation, qui va souvent être l'équivalent du M1, et le parcours, qui est une spécialité qui va démarrer la plupart du temps en M2, mais pas tout le temps. Des fois, ça peut démarrer un petit peu avant. Donc si je résume, vous avez une candidature sur les 15 possibles qui est dans une mention de master. Donc on va essayer de prendre des exemples pour essayer de voir au plus clair comment sont décomptées les candidatures, parce que ce n'est pas forcément évident à appréhender. Donc si on prend l'exemple de 2 masters, on a un master en mathématiques à l'Université de Franche-Comté, je n'ai pas pris que du Lyon, il faut bien aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe en France, et un master de mathématiques dans l'Université de Picardie. Donc là on a 2 masters avec la même mention. Pour autant, si je candidate à ces 2 masters, ça va me compter comme 2 candidatures. Pourquoi? Parce que je suis dans 2 établissements différents. Est-ce que je vais pas trop vite? Ça va pour tout le monde? Vous suivez? Ouais. Donc 2 candidatures effectuées sur 15 possibles. Maintenant, si je vais voir en détail le master mathématiques de l'Université de Picardie, la mention possède plusieurs parcours. Quand vous déroulez le En savoir plus, vous avez des listes de parcours qui apparaissent, notamment ces 3 parcours-là. Et on peut dérouler chaque parcours pour en savoir plus. Donc là, si je déroule par exemple un des parcours, on va avoir des informations sur le parcours. On voit formation accessible au 3e semestre. Ça veut dire qu'on est bien sur un parcours qui commence dès le M2 et pas dès le M1. Vous avez quelques infos qui sont très brèves sur le parcours, tout simplement parce que comme la sélection se fait à niveau de la mention et du M1, toutes les informations sur les attendus et les critères sont dans le descriptif de la mention et pas du parcours. Mais vous avez quand même le responsable du parcours. Si vous avez des questions sur ce parcours-là, sur les débouchés professionnels, sur le contenu des cours, vous pourrez contacter cette personne. Donc on est sur le parcours analyse appliquée modélisation de la mention de master mathématiques. Je fais encore un rappel, mais je vais vous le dire, je vais vous matraquer avec ça. Une candidature, c'est une mention de master. Certains masters possèdent plusieurs parcours, ça on vient de le voir. Qu'en est-il des parcours qui vont commencer un petit peu plus tôt dès le M1? Comment ça se passe? On va reprendre notre exemple. Cette fois, on va aller voir le master mathématique de la mention mathématique, de l'Université de Franche-Comté. Si on déroule si on déroule juste la mention, là on est sur le niveau de la mention, on n'est pas encore dans les parcours, on est dans la mention. Aucun critère d'attendu, très peu d'informations et on n'a pas plus d'infos sur comment candidater. Si on déroule les parcours, donc on en a 3 différents, on va aller voir par exemple, je crois que c'est mathématiques approfondies, parcours accessible au 1er semestre. Donc là, c'est vraiment l'élément principal qui va vous mettre la puce à l'oreille de vous dire « Ok, là, je vais candidater à un parcours et pas une mention si je candidate sur ce master-là. » Vous avez les attendus qui apparaissent, les critères. Donc, c'est les 2 indices vraiment importants qui vont vous donner l'information. Donc, on peut candidater directement à ce parcours. Ceci dit, je viens de dire qu'une candidature dans un master, c'est une candidature dans une mention. Donc comment ça se passe? Comment on va décompter tout ça? Là, effectivement, on est un petit peu perdu par tout ce que je vous donne comme information. J'en ai bien conscience. Il remarche. Donc on va y aller, pas de panique, on va y aller tranquillement. Je refais les rappels. Une candidature, c'est une mention de master. Le rappel numéro 2, certains masters permettent de candidater à des parcours. Comment sont décomptées les candidatures? Les candidatures dans plusieurs parcours d'une même mention sont considérées comme une seule candidature. Donc si on reprend les exemples que j'ai pris tout à l'heure, le master mention mathématiques, il y a 3 parcours. Si je candidate aux 3 parcours,
ça sera qu'une seule candidature. Donc, on va faire un exemple ensemble pour voir si vous avez bien saisi le principe. Simulation, vous candidatez au master mention mathématiques de Picardie. Vous candidatez au master mention mathématiques de Franche-Comté. Mais vous candidatez à ces deux parcours-là dans l'université de Franche-Comté. Vous faites aussi une candidature dans le master MEF, second degré, pour faire prof. On manque de profs, allez-y, si ça vous intéresse, évidemment. Master MEF, parcours mathématiques, logique, puisqu'on a une licence visiblement en maths, c'est les masters qui nous intéressent. Et un parcours anglais, pas forcément logique, mais c'était pour l'exemple, pour voir un petit peu comment ça se passe en fonction des candidatures. À votre avis, ça fait combien de candidatures sur les 15 possibles? Waouh, ils sont forts. Vous avez tous fait une licence de maths, en fait. Ok. Effectivement, une candidature pour la mention maths de Picardie, mention maths de Franche-Comté, une candidature même si j'ai candidaté à deux parcours différents. Et pareil pour le Master MEF, c'est deux parcours complètement différents. On a dit c'est au niveau de la mention que ça compte les candidatures. Donc j'ai bien fait de prendre l'exemple pour les maths, visiblement, parce que vous êtes très fort sur le nombre de candidatures. Du coup, si c'est clair pour vous, on va passer à la suite. Mais du coup, rassurez-vous, pas de panique. Sur votre dossier dans la plateforme Mon Master, vous aurez un compteur. À chaque fois que vous allez faire une candidature, on va vous dire vous en êtes à 3 sur 15, à 4 sur 15, etc., etc. Donc vous allez pouvoir avoir au fur et à mesure de vos candidatures, savoir où vous en êtes. Voilà. On est soulagé. Comment sont examinées vos candidatures? C'est hyper important d'avoir ça en tête. On ne va pas vous demander de faire de classement. On ne va pas vous demander de hiérarchiser les 15 candidatures que vous faites. Toutes les candidatures vont être étudiées par toutes les formations auxquelles vous aurez candidaté. Et chaque formation va vous donner une réponse. Donc on va voir ensuite en détail quelles réponses elles peuvent vous donner. Mais vous allez voir que ce que vous avez connu pour Parcoursup, on n'est pas très très éloigné, ça va pas être hyper nouveau pour vous. Donc par contre, à chaque fois que vous aurez une réponse d'une formation, ce sera à vous de vous positionner et vous aurez un certain nombre de jours pour le faire qui n'est pas très grand. Donc j'insiste dès maintenant, le mot d'ordre c'est ok, je vais faire 15 candidatures parce que je vais ouvrir mes horizons et c'est très bien. Par contre, dès maintenant, commencez à réfléchir, vous, dans votre tête, c'est quoi votre classement? Parce que quand les réponses vont commencer à arriver, ça va aller très vite. Donc je reprends la phase d'admission, comment elle passe. On avait dit comment elle se déroule. Du 4 juin au 24 juin, vous allez commencer à avoir des réponses de la part des formations, sauf pour ceux qui sont en alternance. Je répète, ça va arriver dès le 2 avril. Et pour l'alternance, j'y reviendrai, mais il y a quelques spécificités. Donc pour les réponses dans les formations initiales, hors alternance, la formation peut vous refuser. La formation peut vous mettre accepté provisoirement. Ou alors, vous avez le choix de l'accepter définitivement. Donc la formation va vous dire « je vous refuse » ou « oui, ok, je vous accepte ». Et là, c'est à vous de vous positionner. Soit oui, soit définitif, pardon, soit oui en attente. Si vous dites que vous voulez provisoirement accepter cette proposition, vous pouvez garder les autres candidatures en attente. Ça, c'est le même principe que Parcoursup. Si vous l'acceptez définitivement, toutes vos autres candidatures sont supprimées et les places sont libérées pour d'autres étudiants. Donc ça, c'est bien à avoir en tête. Vous pouvez garder vos autres vœux en attente. Comme il n'y a pas de hiérarchisation, ça vous permettra de garder un petit peu de temps de réflexion. Par contre, si vous avez deux formations qui, le même jour, vous donnent une réponse, vous ne pouvez pas garder les deux provisoirement pendant quelques temps. Vous serez obligé de choisir entre ces deux-là. Donc en gros, vous ne pouvez avoir qu'une proposition acceptée à la fois en même temps. Est-ce que c'est clair? Ouais. Le délai de réponse. À partir du 4 juin, vous allez commencer à avoir des réponses. Les réponses que vous obtiendrez le 4 juin, vous aurez jusqu'au 6 juin minuit, à 23h59 pour vous positionner. Si vous ne le faites pas, votre place est attribuée à quelqu'un d'autre. Ça vous laisse très 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 peu de temps pour réfléchir. D'où le fait vraiment d'avoir commencé ce travail un peu de réflexion, d'orientation avant juin. Ensuite, pour toutes les propositions qui viendront après le 4 juin, donc c'est qu'à partir du lendemain, le délai est encore plus réduit et vous avez jusqu'au lendemain minuit pour répondre. On essaiera d'être au taquet au soir pour vous aider dans votre réflexion entre début juin, entre le 4 juin et les premiers jours de juin. Si vous avez vraiment un gros dilemme, que vous ne savez pas trop comment faire ou quoi faire, vous venez nous voir, on vous répondra le plus possible, enfin le plus efficacement possible à vos questions. Pour ce qui relève de l'alternance, c'est un petit peu différent le principe, mais globalement la formation va vous donner 3 possibilités, soit elle va vous refuser, soit elle va vous accepter, et à vous de vous positionner, j'accepte provisoirement ou j'accepte définitivement. Donc là, ça ne change pas. Par contre,
Si vous acceptez provisoirement, pareil, vous gardez vos autres vœux. Pour accepter définitivement un vœu en alternance, il faut avoir le contrat. Ce n'est pas simplement la formation qui vous accepte, parce que la formation elle va vous dire nous, on vous accepte à condition que vous ayez votre contrat. Et la façon pour vous d'accepter définitivement ce vœu-là, c'est de verser le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sur la plateforme. Et là, c'est là où il y a une petite subtilité que je vais essayer de vous expliquer. La formation qui va avoir une capacité d'accueil en alternance, elle va dire par exemple, nous on a une capacité d'accueil de 30 étudiants pour la formation en alternance. Mais ils savent très bien que parmi les 30, s'ils en choisissent 30, il y en a qui ne vont pas trouver de contrat. Donc ils vont potentiellement pouvoir faire du surbooking et dire on va accepter 50 dossiers. Sur les 50 dossiers, je vous rappelle que pour valider définitivement, s'ils vous disent on vous accepte, d'ailleurs ils vous le diront en vous disant accepter en attente d'un contrat, il va falloir déposer le contrat. Et donc là, à partir de là, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Donc c'est pas la guerre non plus, mais en gros, commencez votre recherche de contrat peut-être avant d'avoir la réponse du master, parce que sinon, vous allez vous faire doubler. Et une fois qu'ils auront atteint leur quota de 30, tous ceux qui étaient acceptés provisoirement mais qui n'ont pas déposé de contrat ne pourront plus être acceptés dans le master. Sauf désistement après, etc. Mais ça arrive assez peu sur l'alternance. Donc là, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par les masters en alternance? Ok, vous êtes quand même pas mal. Donc vraiment super important de commencer votre recherche le plus tôt possible. Au SOI, on a plein d'outils pour vous accompagner dans votre recherche. Vous pouvez venir voir un conseiller, vous pouvez voir les outils du SOI. On a des étagères avec plein de documentation sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, l'alternance, comment ça se passe. On a des ateliers aussi pour vous préparer, donc n'hésitez pas à faire appel à nous s'il y a besoin. Le délai de réponse pour l'alternance, globalement, c'est à peu près la même chose. Du 4 juin, à partir du 4 juin, vous avez 2 jours pour vous positionner et du 5 juin au 24 juin, le lendemain, jour qui suit. Sachant qu'effectivement, une petite erreur dans la slide, il faudra que je le modifie. Vous pouvez commencer à avoir des réponses à partir du 2 avril. Donc, à partir du moment où vous avez des réponses le 2 avril, le délai, c'est le 6 juin. Voilà, pour vous positionner. Si tout le monde a noté, je passe à la suite. Oui, l'inscription administrative, je voulais revenir dessus. J'ai insisté tout à l'heure, que ce soit en alternance ou pas, faites-le très vite une fois que vous avez accepté définitivement une proposition. Encore une fois, sinon vous perdez votre place. Donc, pour savoir comment vous inscrire administrativement dans le master, si c'est un master de Lyon 1 et que vous êtes déjà étudiant à Lyon 1, vous connaissez un peu le principe. Mais en tout cas, sur les autres universités, renseignez-vous bien sur le site de l'université. Normalement, le site Mon Master, quand vous allez accepter définitivement la proposition, va vous envoyer toutes les informations sur comment s'inscrire, comment payer la CVEC, etc. Mais voilà, soyez attentifs sur vos mails et sur la plateforme. Vérifiez bien la plateforme, votre compte candidat. Vous aurez des messages qui vous expliqueront tout. Ouais, je vous le redis, si vous ne le faites pas, vous perdez votre place. La phase complémentaire, donc c'est une nouveauté cette année et on n'a pas énormément d'informations à vous donner dessus, mais j'ai quand même des dates précises et c'est ça qu'il faut avoir en tête qui est très très important. Je vous avais dit tout à l'heure, elle allait du 25 juin au 31 juillet, mais vous n'aurez en fait que 6 jours du 25 au 30 juin pour faire des vœux. Le principe de la phase complémentaire, il est encore pas complètement arrêté, mais ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, on va vous demander sur les vœux qui vous restent en attente ou qui vous restent en attente, qui n'ont pas encore été acceptés par des formations, déjà de classer. Là, c'est à ce moment-là, on va vous demander de faire un classement. Et effectivement, si dans votre classement, la formation qui est placée numéro 1 vous appelle et vous dit on vous accepte, ça va éliminer d'emblée toutes les autres et la phase complémentaire, elle s'arrêtera pour vous, etc. Donc ça, c'est une première chose à avoir en tête. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que du 1er au 12 juillet, les candidatures vont être étudiées par les formations. Et du 15 au 31 juillet, c'est la gestion des admissions. Donc c'est là où vous allez commencer à avoir des réponses aux vœux que vous avez faits en phase complémentaire. Donc la phase complémentaire, c'est le même principe que Parcoursup, ne vont apparaître et ne vont vous laisser la possibilité de candidater que les formations dans lesquelles il reste des places, évidemment. Pour qui cette phase complémentaire a le droit, qui a le droit de candidater? Uniquement les étudiants qui auront eu que des refus ou que des vœux encore en attente au moment où la phase complémentaire commence. Donc si vous avez eu une formation qui vous a accepté et que vous l'avez refusée, vous n'avez pas le droit de participer à la phase complémentaire. Important à savoir.
Si vous n'avez pas fait de candidature en phase initiale, bon, si vous êtes là, c'est que vous anticipez, c'est super. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui vont rater le calendrier et la phase initiale. Mais on ne sait jamais. Vous pouvez passer le mot aussi à vos camarades qui ne sont pas là. Si vous ratez la phase candidature classique, vous aurez le droit de candidater en phase complémentaire. Je vais y arriver. Donc ça veut dire que si vous faites 0 candidature, vous n'êtes pas inscrit cette année en phase principale, vous aurez le droit de faire la phase complémentaire. Attention, je répète, la plateforme n'est pas pour ceux qui veulent redoubler. Donc si vous ne faites pas la phase principale d'admission et que vous souhaitez redoubler dans votre master parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu les UE nécessaires, il faudra voir directement avec votre scolarité, les responsables pédagogiques de votre EM1 pour le redoublement, ça ne passera pas par la plateforme. Si malgré la phase complémentaire, je n'ai reçu aucune réponse positive, c'est-à-dire que même les vœux que j'ai fait en phase complémentaire, j'ai été refusé ou je suis en attente, vous aurez un recours possible auprès du rectorat, ce qu'on appelle la saisine du rectorat, et c'est pour ça qu'il y a un petit onglet à côté de l'onglet candidater qui s'appelle saisir le recteur. Là vraiment, les informations que je vais vous donner à partir de maintenant, il faut les prendre avec des pincettes, parce que c'est pour le mois de juin, juillet, août, et il y aura peut-être des changements entre ce qui s'est passé l'année dernière et donc sur quoi je me base pour vous parler et pour vous expliquer le fonctionnement et comment ça va se passer l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, il n'y avait pas de phase complémentaire. Donc peut-être que le fonctionnement de la saisine et du recteur va être un petit peu différent cette année. Ceci étant, les conditions qui étaient celles qu'il fallait remplir pour pouvoir candidater, enfin faire une saisine auprès du recteur l'année dernière, c'était d'avoir effectué au moins 5 candidatures sur les 15 possibles. Alternance ou pas alternance. Ça peut être 3 en alternance, 2 en initiale, mais en tout cas, il fallait qu'il y ait au moins 5 candidatures au minimum, qui soient dans au moins 2 mentions différentes. On a vu que les candidatures sont au niveau de la mention, donc il faut bien qu'il y ait au moins 2 mentions différentes, qui soient compatibles avec votre licence. C'est-à-dire que si vous êtes en licence de chimie et que vous dites juste pour avoir mes 5 et avoir le droit de saisir le recteur, je vais demander de la psycho, je vais demander des STAPS, on va vous dire non, là ça ne marchera pas parce qu'elles ne sont pas compatibles avec votre licence. Et qu'elles soient au moins dans 2 établissements différents. Donc ne candidatez pas que à Lyon 1. Candidatez aussi dans d'autres établissements en France. Si vous remplissez ces critères, que vous avez que des vœux refusés ou en attente, malgré la phase complémentaire, vous avez le droit de candidater, enfin de faire appel à la saisine du recteur. Comment ça se passe au niveau des délais ? À partir de quand vous avez le droit de saisir le recteur ? Il y a 2 critères à avoir en tête. Oula. Le premier, c'est à partir de la date où vous avez le dernier refus de master. Si tout le monde vous a refusé, vous disposez de 15 jours pour saisir le recteur. Si vous attendez fin août alors que le dernier refus c'était début juillet, en paniquant en disant oh là là, j'ai rien pour la rentrée, ça ne marchera pas, vous n'aurez pas le droit. Si vous avez encore des vœux en attente, évidemment, là du coup, tant que vous avez des vœux en attente, vous avez le droit de saisir le recteur à partir d'une date précise qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Généralement, c'est fin juillet. Deuxième critère aussi de délai possible, si par exemple tout le monde vous a refusé dès le 10 juillet, mais que vous n'avez pas encore reçu officiellement votre diplôme de licence, c'est-à-dire que le jury qui délivre votre diplôme ne s'est pas encore réuni et vous ne l'a pas délivré, vous avez le droit d'attendre que ce diplôme arrive, et à partir de cette date-là, vous avez à nouveau 15 jours pour faire votre saisine auprès du rectorat. Donc c'est 2 critères que vous pouvez croiser et sur lesquels vous pourrez vous baser. Comment ça se passe au niveau de la saisine ? Si vous saisissez le recteur, vous avez à avoir au minimum 3 propositions de master qui vont vous être faites par le recteur de l'académie. 2 propositions parmi ces 3 obligatoirement seront fournies sur le site de Lyon 1. Attention, ça ne veut pas dire que ce seront des formations qui correspondront à votre projet professionnel. On va essayer évidemment de s'en rapprocher le plus possible, mais on est contraint par les capacités. C'est-à-dire que si à Lyon 1, vous êtes en licence de chimie et que tous les masters de chimie sont déjà pleins et que vous saisissez le recteur, on va être un petit peu en difficulté pour vous proposer une place dans un master de chimie. Donc nous, à Lyon 1, on va essayer de se coller le plus possible. On va trouver peut-être des masters en bio qui se rassemblent le plus de la chimie, ou sinon, dans votre lettre de motivation, vous nous dites que vous avez des plans B, d'autres idées. On va essayer de s'en rapprocher. Mais ça sera globalement très peu de chances que ce soit hyper satisfaisant. Ok ? Donc, ne comptez pas absolument là-dessus. Ça, c'est vraiment le dernier recours pour avoir une place dans un master l'année prochaine. Mais il faut avoir en tête que ça ne correspondra pas forcément à votre projet. Si vous voulez plus d'informations, et je vous invite vraiment à surveiller cette page-là, parce que, encore une fois, ce que je vous ai dit aujourd'hui sur le recteur et la saisine, ça peut changer.
vous avez une page saisir le recteur ici, dans s'informer, vous avez toutes les informations. Donc là, c'est la page de l'année dernière. À partir du 29 janvier, quand la plateforme sera ouverte, ce sera les informations à jour a priori pour l'année prochaine. Voilà, un autre onglet super intéressant et super important, c'est les questions fréquentes, une FAQ de toutes les questions que vous pouvez vous poser sur comment je candidate, comment fonctionne mon dossier, les délais, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais avec peut-être plus de détails, des questions fréquentes, une FAQ absolument dantesque avec toutes les informations et toutes les réponses à vos questions. Information aussi, petite parenthèse, pour vous inciter aussi à candidater ailleurs qu'à Lyon. D'ailleurs, pour la saisine, vous êtes obligé d'aller ailleurs, mais vous avez une bourse qui est possible de mobilité. Si vous candidatez dans une ville qui est éloignée de votre habitation et de votre lieu de licence, certaines mobilités sont possibles. Attention, les mobilités, les aides pour les mobilités en master sont uniquement pour les néo-entrants en master. Donc s'il y en a qui sont en train de redoubler leur master 1, ils n'ont plus le droit à la bourse, ou ceux qui se réorientent dans un autre master 1, potentiellement vous n'avez pas le droit à cette bourse de mobilité non plus. Je vous fais une petite slide sur le SOA. Pourquoi? Parce que parmi tout ce que je vous ai dit, effectivement, il y a une sélection en master, donc il y a des outils à construire, CV, lettre de motivation, il y a des informations à aller chercher. Et le SOA, nous, on vous accompagne de différentes manières. Première manière de vous accompagner, on a des ateliers qui sont toute l'année, mensuels, qui se répètent sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien, sur les questions difficiles qu'on peut vous poser en entretien. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, je vais vous donner l'information sur comment vous inscrire à ces ateliers-là. Spécifiquement pour vous, étudiants de L3 qui vont candidater cette année en master, on a monté des ateliers lettres de motivation parce qu'on sait qu'il peut y avoir parfois parmi vous des gens qui n'ont encore jamais fait de lettre de motivation ou qui en ont fait mais qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait, ou en tout cas qui ont peut-être l'angoisse de la page blanche en disant je ne sais pas par quoi commencer, et j'ai plein de choses à dire, je ne sais pas comment il faut que je les dise, et du coup ça les stresse et il y a un blocage. Des ateliers, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un peu petit, mais le jeudi 15 février à 17h et le vendredi 8 mars à 9h30, c'est des ateliers qui vont durer 2 heures, 2h30 même, sur lesquels vous allez être avec un stylo, une feuille blanche, un conseiller du SOA, 10 minutes peut-être d'information de théorie sur comment on écrit une lettre de motivation, et après c'est à vous de faire le travail. Alors évidemment le conseiller est là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous dire là peut-être le paragraphe on va le mettre avant, etc. Il va vous donner des outils pour aider à rédiger. Mais l'idée, c'est vraiment, je me pose et pendant 2h30, j'écris. On va avoir aussi des petits entretiens flash qu'on appelle check ta candidature. Donc, c'est-à-dire qu'en mois de février-mars, pendant les périodes de candidature, vous allez pouvoir vous inscrire à des entretiens de 20 minutes pour faire relire CV ou lettre de motivation. Donc, l'idée là, c'est pas de construire, c'est vraiment j'ai mes outils. Est-ce que vous pouvez vérifier qu'ils sont corrects? Donc, on va faire de la relecture de CV ou de lettre de motivation en 20 minutes. Et là, les créneaux, on ne les a pas encore, mais ils seront sur le site. Je vais vous montrer où les trouver. Très prochainement, on mettra aussi une petite capsule vidéo de 5-6 minutes qui résume quasiment l'heure et quart que je viens de passer avec vous, que je suis en train de passer avec vous sur le fonctionnement de la plateforme. Donc ça, vous pourrez diffuser la vidéo ou la revoir en 5 minutes pour vous rafraîchir la mémoire. L'atelier lettre de motivation, je fais un petit focus dessus, j'en ai parlé rapidement, pour vous dire que l'année dernière, on l'a monté, c'était la première année où on le faisait. C'était un atelier qui a duré 2 heures. Cette année, j'ai décidé de le faire de 2h30 parce que les étudiants m'ont tous dit c'est trop court. On n'a pas eu le temps d'aller au bout de la lettre, on est un peu frustré. Et j'ai mis un horaire plutôt en fin de soirée pour le jeudi et un horaire plutôt le matin parce que je sais que vos emplois du temps ne sont pas forcément compatibles toujours le soir ou le matin. Il y a 16 places par atelier. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin. Donc il n'y aura pas de place forcément pour tout le monde. Si vous voulez vous inscrire, vous allez sur le Career Center, qui est l'outil principal pour vous inscrire sur les ateliers. Vous créez votre compte et vous allez dans la rubrique événements qui se retrouve en haut. Et ensuite, vous allez avoir tous les événements qui apparaissent avec les ateliers mensuels dont je vous ai parlé, CV, lettre de motivation, entretien, plus ces 2 ateliers-là qui apparaissent pour vous inscrire. Ils se dérouleront à l'espace conseil du SOA. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour être aiguillé. Globalement, l'année dernière, les étudiants qui sont venus étaient très contents et après, c'est pas parce que vous êtes venu que vous allez forcément avoir une place en master, mais quand on a fait des questionnaires de satisfaction 3-4 mois après pour savoir ce qu'ils étaient devenus, je crois que 80% des étudiants qui ont participé à l'atelier ont été pris dans le master qu'ils voulaient. Donc voilà, ça veut dire que ça peut être utile quand même. Donc voilà, il est ici celui dont je vous parlais. Je termine la conférence par les différentes alternatives que vous pouvez
auxquels vous devez penser pour anticiper l'année prochaine. Donc le plus important, je vous ai mis un petit rébus, vous allez voir si vous êtes aussi fort qu'en maths, est-ce que vous allez arriver à le déchiffrer. C'est quoi le mot le plus important? S'il y en a un qui l'a, il le crie fort dans l'amphi. Ça finit par passion, mais est-ce que c'est une passion d'aller en master? Anticipation, bravo, effectivement. C'est vraiment un mot super important, l'anticipation. À chaque ça fait parler. Le jour de l'an, en, le ti au golf, la note si, un pas, si, il, elle, on. Bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis pas un pro des rébus, mais... Ok, pourquoi c'est important d'anticiper? Je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment pour ceux qui disent ok, j'ai pas été pris en master, je veux faire une pause dans mes études. Sauf que la césure, il faut être inscrit quelque part. Donc si vous êtes refusé partout au master, ça marchera pas. Et il y a plusieurs façons aussi de voir l'anticipation. Avant même de penser à je suis pas pris en master, moi j'ai envie que vous pensiez à qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mes chances d'être pris en master et pour ne pas me retrouver face à cette situation. Donc plusieurs petits éléments, de petites astuces pour avoir plus de chances. Bien sûr, allez quasiment au maximum de vos candidatures. Vous avez le droit à 15 candidatures, profitez-en. Après, ça ne sert à rien de faire des candidatures qui sont trop éloignées de votre projet, on est bien d'accord. Mais des mentions de master en mathématiques, en chimie, en sciences de la vie, vous en avez de partout en France. Je pense que vous n'aurez aucun mal à remplir les 15 candidatures maximum auxquelles vous avez droit. Diversifiez un petit peu. Vous avez un projet en tête, essayez de réfléchir à un plan B. C'est là où nous, le soin, on peut être utile pour vous. Vous avez peut-être une idée très précise depuis la L1 sur ce que vous voulez faire après en master. Je veux faire une thèse, je veux faire de la recherche. Au contraire, je veux plutôt m'insérer rapidement dans le monde professionnel. Je veux faire de la cosmétologie, etc. Il y en a qui ont une idée très précise. D'autres, c'est encore flou. N'hésitez pas à venir nous voir, prendre rendez-vous avec un conseiller pour justement discuter de tout ça et qu'on voit un petit peu les différents chemins possibles pour vous à la suite de votre licence. Contactez les responsables de master et les anciens étudiants ou les étudiants du master en question pour plusieurs raisons. 1. Avoir une idée précise du contenu qui vous attend. 2. Parler des débouchés. Et 3. Aussi parler simplement de l'ambiance de la promo et de comment s'est passée la sélection pour les étudiants qui sont en ce moment dans le master. Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant dans leur candidature et qu'est-ce qui a marché. Voilà, c'est des éléments qui peuvent être super intéressants pour vous pour préparer votre candidature cette année. Donc ça, c'est pour avoir un petit peu un esprit positif en mode de toute façon, je vais être pris et je vais tout faire pour être pris. On a vraiment pensé à tout ça. Malgré tout, on est obligé de penser à des alternatives et il faut anticiper parce que les candidatures pour certaines formations dont je vais vous parler, elles se font avant vos résultats sur les candidatures de master. Donc je vous parle rapidement de la licence professionnelle. Est-ce que ça parle à tout le monde la licence pro? Qui connaît bien la licence pro? Voilà, je vais faire un point sur la licence pro. C'est une formation professionnalisante que vous allez pouvoir faire en 1 an, qui est accessible après un bac+2 ou un bac+3. Donc il faut avoir au moins 2 ans d'études ou 3 ans d'études pour pouvoir candidater. C'est une insertion professionnelle derrière. Le but d'une licence pro, c'est d'aller intégrer le monde du travail et de sortir à un niveau bac+3, donc un niveau technicien. Je ne rentre pas dans le détail de l'insertion professionnelle. Ça, il y avait une conférence ce matin et si vous avez des questions, vous pourrez venir nous voir au soir. L'idée, c'est que la plupart du temps, elles se font en alternance. Donc il y a quand même une petite porte de sortie vers des masters. On ne vous interdira pas d'entrer en master avec une licence pro. Mais il y en a certains qui vont vous dire que vous n'avez pas le profil, d'autres qui vont vous dire ok, on est un master en alternance, vous venez de faire une licence pro en alternance, le projet est cohérent, on peut vous prendre. Mais en tout cas, l'idée principale qu'il faut avoir en tête, c'est que la licence pro, c'est finalement, j'hésitais entre 5 ans d'études et 3 ans d'études, faites une candidature dans des licences pro qui vous intéressent et vous aurez la possibilité de choisir au moment des résultats après. La candidature, elle se fait via la plateforme e-candidat de Lyon 1. Peut-être certains l'ont déjà utilisé, donc là, ce n'est pas sur mon master et ce n'est pas une plateforme nationale. C'est-à-dire que pour chaque université qui présente des licences pro différentes, vous avez une plateforme qui est différente. Nous, à Lyon 1, on a des licences pro qui sont portées par le Lyon 1, les sciences STS, et vous avez des licences pro qui sont portées par l'IUT. Le principe reste le même. Mais si vous voulez candidater à une licence pro à Lyon 2 ou à Lyon 3, par exemple, ce sera la plateforme e-candidat de Lyon 2 ou de Lyon 3 sur laquelle il faudra se rendre pour candidater. Les dates des licences pro, ça peut aller de février jusqu'à juin, les candidatures.
Il y en a certaines, ça va de février et ça s'arrête en mars, d'autres c'est de mai à juin, etc. Renseignez-vous, allez voir tout ce qui existe sur le site de l'offre de formation de Lyon 1, licence pro, regardez ce qui existe dans votre domaine et si ça vous intéresse, candidatez. Il n'y aura aucun souci à vous désister d'une candidature, que ce soit sur mon master, si vous choisissez d'aller en licence pro, ou sur les licences pro pour aller en mon master. Il n'y a pas de corrélation. Les responsables de formation n'auront pas l'info, vous candidatez à l'un et à l'autre. Donc ne vous gênez pas pour le faire. Voilà pour la licence pro. Service civique. Non, j'ai fait dans le mauvais ordre. On va commencer par s'inscrire dans une autre L3, c'est plus cohérent. S'inscrire dans une autre L3. Vous êtes actuellement dans un parcours de L3. Vous avez le droit de candidater dans un autre parcours de L3 l'année prochaine pour enrichir votre parcours, avoir d'autres compétences, obtenir d'autres UE, parce qu'on a vu que dans les attendus et dans les critères, parfois on vous dit qu'il faut avoir tant d'UE en mathématiques. Peut-être que dans votre parcours actuel, vous ne les avez pas, mais que le master qui vous intéresse vous les demande. Vous faites un autre parcours l'année prochaine, et là c'est le même principe. Vous allez découvrir une autre spécialité, puisque c'est un autre parcours. Les candidatures se font sur la plateforme e-candidat de Lyon 1, sur des dates qui sont entre mai et juin. Donc, avant le résultat des masters. L'idée, c'est que ça va enrichir votre dossier, que ça vous donnera plus de chances, si jamais vous n'êtes pas pris cette année en master, pour l'année prochaine, demander un nouveau master. Vous pouvez le faire à Lyon 1 ou dans une autre université, ce parcours de L3, c'est pas un souci. Voilà, je reviens du coup sur le service civique qui n'était pas une formation. Le service civique, qui connaît le service civique? Ouais, pas mal. Il y en a quand même quelques-uns qui ne savent pas. Donc, c'est une mission de 6 à 12 mois qui est rémunérée. De mémoire, sans dire trop de bêtises, entre 600 et 800 euros. C'est une fourchette que je donne. Elle est approximative, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Des services civiques, le principe, c'est qu'on va servir l'intérêt général. Donc, on va être embauché dans une association, dans un service public ou dans une entreprise, mais en tout cas, qui aura une mission de service public. Ça peut être dans plein de domaines différents. La santé, l'éducation, la citoyenneté, le sport... qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'insertion sociale et professionnelle, bref, il y a plusieurs domaines et c'est hyper valorisé dans vos candidatures. C'est une expérience professionnelle qui vous fait découvrir le monde du travail, qui vous permet de réseauter, qui vous permet de montrer que vous avez un intérêt aussi pour certaines disciplines, notamment pour ceux qui visent des masters en santé, de faire un service civique dans la santé, ça peut être intéressant. Voilà, donc il y a une cohérence à chercher quand même dans le service civique que vous voulez faire, et qui pourra enrichir énormément votre candidature en termes de compétences dans votre parcours. Je prends les questions juste après, j'ai bientôt terminé si ça vous va. Voilà pour le service civique. Donc vous avez un site internet, servicecivique.gouv.fr, où vous allez pouvoir trouver plein d'offres et où il y aura toutes les questions toutes les réponses auxquelles vous pouvez vous poser des questions. Cette phrase était compliquée. Sur le service civique. Ça, je l'ai fait. D'autres pistes, je ne vais pas toutes les passer en revue parce qu'il y en a beaucoup, mais vous avez un site internet qui s'appelle Un jeune, une solution qui permet de recenser l'ensemble de tout ce qui existe en France pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Qu'est-ce que je peux faire si je me retrouve sans solution à la rentrée en septembre? Donc encore une fois, rappelez-vous le mot d'ordre anticipation. Allez voir dès maintenant ce qui existe. Peut-être que ça va faire déclencher des idées sur de l'entrepreneuriat, sur du volontariat international. Il y a plein de pistes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui existe. J'ai presque terminé, après je passerai aux questions, mais j'ai encore 2 petites slides. Celle-ci, c'est pour vous présenter le SOI, simplement vous rappeler où on est. On est dans le bâtiment K43 au 2e étage, avec un lieu pour vous accueillir. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec nous. Donc là, c'est sur le même outil que je vous ai présenté tout à l'heure, sur le Career Center. C'est des rendez-vous 20 minutes pour discuter de votre projet. S'il y a besoin de discuter plus longtemps, on peut vous fixer des rendez-vous un petit peu plus longs pour travailler sur votre orientation. Vous avez une adresse mail et vous avez... la possibilité de nous écrire dessus ou de voir notre site internet pour avoir toutes les informations sur les événements et sur les différentes modalités d'accompagnement. On a un lieu d'accueil qui est ouvert, sans rendez-vous, qui ressemble, on va dire, à une toute petite BU, parce que par rapport à la BU, on est ridicule, mais on a quand même pas mal de documentation qui est dans cette salle. C'est là qu'on vous accueille pour les entretiens. Et là, je vais vous demander et je vais vous solliciter parce qu'on est en train de rénover cet espace, ce lieu d'accueil. Et du coup, je vais vous demander de voter avec votre téléphone sur le QR code pour le nom de l'espace. Si vous l'avez déjà fait dans l'urne, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas fait, comme on rénove cette salle, on a 4 noms possibles qu'on aimerait vous soumettre et on veut que ce soit les étudiants qui choisissent. Est-ce que le QR code fonctionne?
Donc je vous laisse voter tranquillement. Et comme la conférence est terminée, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je sais. Ouais. On a quelques minutes pour y répondre. Et si on n'a pas le temps j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, on se déplacera dans la salle 48 qui est juste en face pour continuer les échanges. Donc je vais prendre quelques questions s'il y en a. Est-ce que par contre, s'il vous plaît, vous pouvez faire du silence pendant que vous votez pour que je puisse entendre les questions. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Alors la question, je la répète parce que comme c'est enregistré, il faut que tout le monde puisse entendre aussi dans l'autre salle. La question, c'est si je suis dans une L3, dans un parcours sciences de la vie, et que je souhaite m'inscrire dans une autre L3, dans un autre parcours de sciences de la vie, est-ce que j'ai le droit? La réponse, je pense qu'elle est oui, ça a changé depuis l'année dernière. L'année dernière, on n'avait pas le droit, et depuis cette année, vous avez le droit de repasser parce que les inscriptions en parcours se font au niveau du parcours. Avant, c'était la mention, donc il fallait effectivement changer. Maintenant, vous avez le droit de recandidater dans un autre parcours en gardant la même mention. Voilà. Ça répond à votre question? Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Ouais, c'est une question super intéressante et super importante. Je la répète pour tout le monde. La question, c'est, j'ai dit tout à l'heure dans la présentation que pour faire une césure, j'aurai une case à cocher dans laquelle je vais pouvoir indiquer que je veux faire une césure à la rentrée si j'intègre le master. La question, c'est, est-ce qu'on peut changer d'avis si on a coché cette case et que finalement on ne veut pas faire de césure? Il faut savoir que cocher cette case, c'est donner l'information à la formation, une fois qu'elle vous a accepté parce qu'avant elle ne le voit pas, que vous souhaitez faire une césure. Maintenant, la césure, il y a toute une procédure à mettre en place pour la réaliser. C'est pas parce que j'ai coché cette case que je pars en césure. C'est juste, je vous informe que je veux faire une césure. Après, chaque université a sa propre procédure. À Lyon 1, pour faire une césure, vous avez des dates sur lesquelles vous faites votre candidature de césure. Donc à Lyon 1, ça doit être à partir du 15 août jusqu'au 30 septembre pour partir en septembre, soit sur 6 mois, soit sur un an. Et vous devez déposer votre dossier de césure auprès de votre scolarité, donc votre nouvelle scolarité de master, qui va ensuite la déposer au niveau administratif, qui va donner, le responsable de formation va donner son accord ou non pour votre départ en césure. Si c'est accepté, vous pourrez partir. Si c'est pas accepté, vous ne pourrez pas partir. Il y a des critères pour partir en césure. Donc certains critères, ça peut être, je veux acquérir une expérience professionnelle avant mon insertion professionnelle. Ça peut être, je veux faire une autre formation complémentaire pour enrichir mon dossier. Ça peut être, je veux monter une boîte et faire de l'entrepreneuriat. Voilà, donc il y a différents critères. Sur le site de Lyon 1, vous avez une page, si vous tapez Césure Lyon 1 dans n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez sur la page qui présente les différents critères possibles et toute la procédure avec les dossiers à remplir pour faire votre demande de césure. Donc oui, vous avez coché césure, je reprends votre question, mais finalement vous changez d'avis, vous ne faites pas votre dossier et vous intégrez le master, il n'y a aucun souci. Oui. Donc là, on part du principe que vous n'étiez pas en LAS avant. Ok. Alors, je vais essayer de résumer votre question et vous me dites si je me trompe. Donc, la question, c'était, je voudrais faire une L3 potentiellement avec Accès Santé, donc une LAS, sachant que il me reste encore une chance. Donc là, c'est pour les étudiants qui ont fait des études de santé. Ils ont droit à 2 chances pour intégrer médecine, ou odonto, ou pharma, ou kiné, ou maïotique. Et ils ont leur première chance a été utilisée, mais maintenant ils sont en licence classique, en L1 classique, c'est ça, ou en L2, ou en L3. Mais vous voudriez redoubler votre L3 et faire une licence Accès Santé, c'est ça? Ok. Alors ça, par contre, je pense que ce ne sera pas possible. Parce que ce serait le même parcours. Vous pourriez éventuellement voir, il faudrait demander si c'est possible, là j'ai pas l'information, je voudrais pas de dire de bêtises, si c'est possible de faire un autre parcours de L3 en demandant l'accès santé. Mais dans le même parcours, en tout cas de redoubler, on va dire, avec l'accès santé, non. Ouais, en changeant de licence. Comme on a le droit de changer de parcours, potentiellement, je dirais pourquoi pas, mais à prendre avec des pincettes. Et à la limite, si vous venez me voir, je prends vos coordonnées, j'essaierai de me renseigner et de vous donner l'info, comme c'est très très spécifique comme question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la plateforme Mon Master ou sur les alternatives? Oui. Oui.
Alors la question c'est est-ce que les expériences associatives ou étudiantes ont leur importance dans le dossier par rapport aux expériences professionnelles qu'on peut mettre pour enrichir le dossier sur mon master? Oui, évidemment, un grand oui. Tout ce qui va être participation à la vie associative ou la vie en entreprise, donc ça peut être stage, ça peut être bénévolat, ça peut être association, bien sûr que c'est à valoriser, c'est valorisable et ce sera bien pris en compte par le responsable de master. Donc bien en parler, dire les activités que vous avez réalisées, quelles compétences vous en avez retirées. Voilà, tout ça, ça va être super important pour votre dossier. Encore un petit peu de silence s'il vous plaît, parce qu'il y a une autre question. Merci. La césure, vous pouvez la demander évidemment à partir de... Alors je vais répéter la question, pardon. La question c'est la césure, comme on peut faire 6 mois ou 1 an, est-ce qu'on peut démarrer une césure au mois de janvier? La réponse est oui, il y a une deuxième campagne de demande de césure qui démarre en janvier, qui démarre généralement du 1er janvier jusqu'au 15 janvier, vous avez pour déposer votre dossier et vous partez 6 mois ou 1 an. Alors attention parce que si vous partez 6 mois jusqu'en juin, de septembre à décembre de l'année suivante, vous avez déjà fait les cours, donc vous allez vous retrouver sans forcément grand-chose. Alors ça peut être l'occasion d'aller travailler ou de faire autre chose, mais du coup dans ces cas-là, c'est mieux de partir 1 an. Voilà. Mais c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Les 24 heures après qu'on ait été accepté après le 4 juin, faut qu'on accepte définitivement ou juste qu'on accepte en attente? Donc la question c'est, on a un délai pour répondre à une formation quand elle nous a dit on vous accepte. Est-ce que le délai, il vaut pour l'acceptation définitive ou aussi est-ce qu'on peut accepter provisoirement en gardant les autres vœux en attente? Et du coup, ce délai, est-ce qu'on doit répondre ça aussi dans le délai? C'est ça la question. Ouais. Donc le délai dans lequel vous devez répondre, c'est pour provisoire ou définitif, les deux. Si vous ne répondez pas dans le délai, votre place, elle est perdue. Donc vaut mieux répondre provisoirement, j'accepte la place et je garde tous mes autres vœux en attente. Et si 3 jours après, vous changez d'avis, vous dites allez c'est définitif, je veux y aller, vous changez, vous passez en définitif, et ça sera possible. Mais par contre, si vous ne le faites pas avant, vous perdez votre place. Ceux qui restent en attente jusqu'à la fin du délai tant que vous ne vous êtes pas positionné. Une fois que le délai est passé, donc à minuit 1, si vous ne vous êtes pas positionné, même provisoirement, vos places sont perdues. Pas d'autres questions? Donc s'il y en a qui étaient un peu trop timides pour les poser devant un amphi, je serai quand même présent vers la salle 8 pour répondre à vos questions si besoin. Merci beaucoup pour votre attention.